Bonjour et bienvenue au studio Air et Cosmos dans lequel nous avons la chance de recevoir Michel Goya pour la deuxième fois. Bonjour Michel. Bonjour Xavier. On va parler aujourd'hui du conflit israélo-palestinien dans lequel tu es très impliqué, connaisseur, tu suis le dossier depuis longtemps et tu as écrit un livre qui retrace cette histoire depuis quand même quelques décennies. C'est bien ça? Oui. D'abord, quel est ton engagement personnel dans la zone? Alors moi, j'ai commencé vraiment à travailler sur ce conflit il y a maintenant 20 ans parce que c'était mon métier en réalité. J'étais officier, analyste retour d'expérience au centre de doctrine de l'armée de terre et ma zone d'études c'était le Moyen-Orient. Donc on m'a dit, voilà, pendant 3 ans, tu vas bosser, tu vas étudier tout ce qu'il y a au Moyen-Orient de militaire et pour en tirer des enseignements pour nous, quoi. Et donc évidemment, mécaniquement, je me suis évidemment beaucoup intéressé au conflit israélo-palestinien à ce moment-là et donc je suis allé plusieurs fois sur place. C'était l'époque où on travaillait assez fréquemment avec l'armée israélienne, donc c'était une bonne occasion. Voilà, puis en réalité, j'ai pas cessé depuis. Après, je suis parti à l'état-major des armées où on me demandait aussi de réfléchir sur ces conflits. Et voilà, en réalité, j'ai pas cessé depuis. Donc c'est à partir de toute cette réflexion que j'ai écrit le livre après le 7 octobre. Voilà, il n'a pas été écrit en quelques mois, il a été écrit en 20 ans en réalité. Ouais, heureusement. Et là, il s'arrête au mois de janvier, donc oui. On va aborder aussi les évolutions qui sont derrière. Donc quand on lit le livre, on a l'impression d'avoir transparaître différentes étapes dans la guerre entre Israël et puis les pays qui vont l'entourer. Dans un premier temps, on est davantage avec une confrontation d'État à État. Oui. Et c'est plutôt le rapport de force démesuré en faveur d'Israël. Est-ce que c'était quelque chose qui était attendu? C'est-à-dire quand les pays arabes ont attaqué, est-ce qu'ils avaient quand même une vision qui était si défaillante de la réalité opérationnelle d'Israël? Personne n'avait trop de vision en réalité à ce moment-là, hein, mais ce qui était à peu près certain, c'est que ces États refusaient l'existence même d'Israël. Donc les Israéliens se sont trouvés d'emblée dans une situation de mener des guerres existentielles. Il n'y avait pas d'autre choix que de l'emporter ou de mourir, quoi. Et ça, face à des États arabes plus puissants, potentiellement en tout cas. Plus gros, plus nombreux. Plus gros, voilà, tout autour, et dont on était persuadé à ce moment-là que la paix était impossible avec eux. Quand on écoutait les discours, notamment arabes à ce moment-là, c'était quelque chose d'absolument impossible. Et c'est donc à cette occasion que apparaît la vision ou la doctrine israélienne de sécurité générale, hein, qui consiste à dire, voilà, on ne fera pas la paix avec ces gens-là. On verra, ils se tromperont, mais la vision c'est ça. On ne fera jamais la paix avec ces gens-là, on sera toujours menacé par eux, et on le sera d'ailleurs d'autant plus que l'Union soviétique viendra les armer, et donc ils sont encore plus dangereux à partir de 1955 notamment. Et donc il faut être en état d'alerte permanente, et dès qu'il y a des menaces, on frappe. En plus, Israël c'est un tout petit pays, hein. Vous êtes en Cisjordanie, vous pouvez lancer un obus en Méditerranée, d'artillerie en Méditerranée. Donc c'est vraiment tout petit, et donc ils n'ont pas droit à l'erreur, et ils disent voilà, on doit être alerté, et puis dès qu'il y a menace, on frappe, on attaque, on frappe très fort, on casse autant que possible l'armée adverse. Il n'y aura pas, encore une fois, il n'y aura pas la paix, mais on va les casser, et puis au moins ça va les calmer pendant un temps, et puis peut-être qu'à force ça va finir par les dissuader. Et donc globalement c'est cette vision qui va largement prédominer dans tous les combats d'Israël en réalité, quel que soit l'ennemi. Et ce sont des guerres qui sont préventives, ils attendent pas que les Arabes lancent leurs attaques, ou alors c'est vraiment, ils voient que ça se prépare et à ce moment-là ils vont répondre? Oui, c'est ça. En fait, les services de renseignement ont un rôle essentiel, hein, c'est vraiment les gens qui alertent, sont là pour alerter des menaces, donc c'est finalement le premier rôle. Ensuite, il y a une caractéristique, c'est que c'est un petit pays, donc petite population, et s'ils veulent avoir une armée suffisamment importante pour affronter les grandes armées arabes, ils sont obligés de passer par la mobilisation de réservistes. Ce qui induit d'ailleurs, comme ils ne peuvent pas maintenir ces réservistes éternellement sous les drapeaux, de mener des guerres courtes. Mais ça impose aussi, en amont, d'être capable de se mobiliser très vite. Et donc le système israélien, c'est ça, on surveille tout, on alerte, on mobilise très vite, en l'espace de 2 jours, toute l'armée israélienne est prête à combattre, mobilisée, et ensuite on met une guerre très courte, très violente, très courte, et après on démobilise. Qu'est-ce qui fait que les conflits ont évolué d'être face à des États et que ça s'est transformé vers des groupes non étatiques
En réalité, cette dualité, elle existe depuis le début. C'est-à-dire à partir du moment où les Palestiniens, ce qu'on appelle la Nekba, ont quitté le sol israélien, au moment de la naissance d'Israël, en 1948, vous avez à peu près équivalence, il y a à peu près 800 000 juifs, à peu près 700 000 arabes. Après l'indépendance, il ne reste plus que 100 000 arabes sur le territoire, qui vont être intégrés d'ailleurs et qui vont devenir des citoyens israéliens. Qui représentent à peu près un quart de la population. Qui représentent maintenant un quart de la population. Mais les autres partent, et dans l'esprit de beaucoup d'ailleurs, c'est un départ temporaire. Ils fuient pendant la guerre, et beaucoup en fait essaient de revenir, et là on leur dit non, stop, on ne veut pas. Les Israéliens refusent absolument le retour. Alors il y a ici un double piège d'une certaine façon pour les Palestiniens. C'est à la fois les Israéliens qui refusent le retour pour des raisons X, et la principale étant que les Juifs veulent rester majoritaires, et on peut le comprendre, là où ils sont, en Israël. Mais il y a un deuxième piège, c'est que ces réfugiés dans les pays environnants, à l'exception de la Jordanie qui les naturalise, on leur interdit de prendre la nationalité locale du pays qui les accueille. C'est la Ligue arabe qui impose ça au début des années 50. Et donc ces gens-là sont condamnés à rester réfugiés palestiniens de père en fils. Et quelle est la raison pour laquelle la Ligue arabe va refuser cette intégration? Est-ce qu'ils veulent se dire ça fera toujours des résistants qui pourront se battre à terme? C'est un peu ça. Il faut maintenir le combat. S'ils sont naturalisés, on donne de raison à Israël, et puis Israël a gagné. Tant qu'il y a des réfugiés palestiniens, le combat demeure. Mais on comprend bien que c'est un piège historique. Accessoirement, aussi très concrètement, le fait que ce soit des réfugiés, ça signifie que que les États d'accueil, l'Égypte pour Gaza par exemple, n'ont pas forcément à s'en occuper matériellement. Ils sont administrés par une agence des Nations Unies qui les prend en compte depuis l'origine et toujours actuellement. Qui s'occupe de les nourrir, de leur éducation, etc. Donc ça laisse les mains libres évidemment au pays d'accueil. Ça coûte rien au pays d'accueil en tout cas. Voilà, c'est très bien. Et donc voilà, on se retrouve avec une population palestinienne qui est un peu dans une zone politique intermédiaire, assez nouvelle d'ailleurs, où ils sont condamnés effectivement à être des exilés permanents. Alors ça a des implications opérationnel, parce qu'on revient toujours aux questions sécuritaires. Oui. Il y a les Fedaïn, puis après il y a l'OLP. Oui, j'ai pas répondu en fait à ta question initiale, mais oui, c'est qu'en fait ces gens-là, dès le départ, commencent à revenir, et puis ces retours qui sont bloqués deviennent en réalité de plus en plus violents. Donc il y a d'autant plus que tous les terrains qu'ils ont abandonnés sont souvent occupés par des colons, les Juifs qui émigrent assez massivement en Israël. Ces gens-là, on leur donne des terres, ils deviennent des colons aux frontières en particulier. Et donc il y a une opposition très nette entre les uns et les autres qui tourne rapidement à l'affrontement violent. Cet affrontement devient de plus en plus organisé. Et donc en face, ou en parallèle plutôt, de la menace des États arabes, il y a cette menace grandissante des Palestiniens, comme ça, des combattants palestiniens qui s'organisent de plus en plus, qui sont pendant longtemps ne sont pas la menace principale. La menace principale existentielle sont vraiment c'est l'Égypte et la Syrie essentiellement, mais à partir du moment où Israël va finir par triompher de ces États et faire la paix avec certains d'entre eux, l'Égypte et la Jordanie, et neutraliser les autres, à partir du moment où Israël en réalité va devenir une puissance militaire très dominante, qui ne risque plus grand-chose en réalité contre les États voisins, c'est cette menace des organisations armées, elle va grandir. En gros, il y a le dernier affrontement de l'armée israélienne contre une armée d'État, c'est contre l'armée syrienne en 1982. Depuis 1982, à l'exception des échanges de frappes avec l'Iran récemment, ou de ce conflit, on va dire, très indirect avec l'Iran, Israël n'affronte plus les États arabes voisins, mais que des organisations armées qui, elles, par contre, deviennent de plus en plus puissantes et de plus en plus dures. Est-ce que ce durcissement, justement, de leur position, est-ce qu'il est lié également à la transformation des groupes nationalistes arabes, comme par exemple l'OLP, et que ça devient des islamistes? Est-ce que ça change leur perception du combat?
Oui, il y a des choses qui changent, bien sûr. L'OLP, c'est une organisation plutôt laïque, on va dire comme ça, mais qui mène un combat plutôt d'essence marxiste. On va mener de la guérilla, on va essayer de mener, d'abord d'attirer l'attention internationale. L'OLP pratique un certain nombre d'attentats terroristes en Europe, en liaison d'ailleurs souvent avec des groupes d'extrême gauche des années 70. Il y a beaucoup de détournements d'avions, donc ils essaient au moins d'attirer l'attention sur leur cause. Et sur le terrain, ils essaient de mener une guérilla contre Israël, qui parfois frappe les civils, mais c'est pas l'objectif. Les choses changent effectivement avec l'arrivée d'organisations islamistes, le Hamas principalement et le djihad islamique, le Hamas notamment est issu des frères musulmans, donc c'est issu de Gaza. À partir de 1967, Israël occupe Gaza, occupe complètement la Cisjordanie, et notamment à Gaza, anciennement occupée par les Égyptiens, se trouvait également une mouvance frères musulmans qui était très présente, et les Israéliens les ont laissés un peu prospérer en se disant, bon voilà, ces gens-là, en fait, d'abord, ils ne sont pas très dangereux, ils s'occupent de la population, là aussi, ils font du social, ils font du prosélytisme, et puis, ce n'est pas du tout la même vision que l'OLP, et donc ça, voilà, finalement, ça nous arrange, ils s'opposent à ces gens-là. Mais le problème, c'est que les frères musulmans ont sécrété en 1987 une organisation armée, le Hamas, en plus, donc en parallèle du djihad islamique plus petit, et que c'est, par exemple, ce sont ces gens-là qui ont introduit les attentats suicides sur le territoire israélien, ce que ne pratiquait pas l'OLP, même s'ils faisaient des attaques, des raids, mais ils pratiquaient pas ils n'allaient pas se faire exploser au milieu de la population. Et ça a commencé à se multiplier, tournant des années 90, surtout au début des années 2000. Ça, c'est véritablement le Hamas qui introduit ce genre de choses, en limitation d'ailleurs globalement des organisations libanaises, et notamment des organisations chiites libanaises. C'est l'importation dans le monde sunnite d'un procédé qui est du sacrifice, on va appeler ça comme ça, du sacrifice humain et de l'attentat suicide, qui n'était pratiqué que par les chiites. Et puis le Hamas l'introduit dans le monde sunnite, et après d'ailleurs ça s'est diffusé un peu partout dans le monde sunnite, ce qui pose même énormément de problèmes, et ça nous en a posé quand même aussi un certain nombre, en Liban déjà, et puis et partout en Afghanistan, partout ailleurs. Mais ce que je veux dire, voilà, il y a une radicalisation aussi du projet. Avec l'OLP, au bout du compte, il a été possible de s'entendre sur un projet avec politique. Rabin, ils n'ont pas pu signer. Oui, mais il y a possibilité. Avec le Hamas, c'est plus du tout la même chose, quoi. Là, on est sur une organisation qui veut la destruction, c'est toujours dans sa charte, qui veut la destruction d'Israël, qui veut imposer la charia sur tous les territoires de la Méditerranée au Jourdain, et qui est prête à utiliser tous les moyens, y compris les pires actions terroristes, pour parvenir à ses fins. Est-ce que l'évolution d'un bloc des États face à nous à des groupes majoritairement informels, terroristes, peu importe comment on va les appeler, est-ce que ça a fait évoluer l'armée israélienne dans sa structure ? Oui et non. Dans son esprit, pas tellement finalement, parce que c'est toujours le même principe. C'est comment affronte-t-on un ennemi avec qui on ne peut pas faire la paix. Enfin, je veux dire autrement. Comment affronte-t-on un ennemi éternel ? C'est ça la vraie question. Le Hamas, ils n'aimeront jamais. On ne peut pas s'entendre avec ces gens-là. Le Hezbollah au Liban, la matrice c'était un peu ça. D'abord c'est l'occupation du Liban à partir de 1982. C'est 82-2000, c'est 18 ans, c'est très long. Ça a été difficile. Ils ont combattu une première organisation armée, j'allais dire moderne, le Hezbollah, donc qui est à la fois très déterminé, très motivé jusqu'aux attaques suicides, qui est très bien organisé, qui est bien équipé évidemment par l'Iran et la Syrie, et qui finalement les a battus, les Israéliens, les a repoussés, enfin les a un peu obligés à quitter le territoire israélien, le territoire libanais, pardon, le territoire du sud, notamment du sud Liban. Mais à ce moment-là, les Israéliens se disent alors
occuper des zones qui sont avec un adversaire aussi redoutable, aussi éternel que ça, c'est très compliqué. Donc on va procéder autrement. On va effectivement évacuer le Liban et on va constituer une barrière de sécurité face à ces gens-là. Et cette barrière, en réalité, va se mettre en place un peu partout, tout autour d'Israël et notamment aussi autour de Gaza. Et au début, il y a des années 2000, il y a quand même une nouvelle théorie, une nouvelle doctrine israélienne qui consiste à dire, écoutez, on va se protéger avec des murs anti-aériens. On va protéger notre ciel contre la menace lointaine qui est plutôt celle de l'Iran à ce moment-là, donc la menace des missiles. Et au passage, petite parenthèse, il y a un vrai tournant, c'est en 1991 lorsque des Scud, des missiles Scud irakiens tombent. Il y en a 34 de mémoire qui tombent sur le territoire israélien et qu'Israël ne fait rien. Elle ne peut rien faire, et puis même les Américains leur demandent de rien faire, surtout ne bougez pas. Et ça a été un vrai traumatisme. Ça n'a pas été très meurtrier, même si on imaginait que ces armes pouvaient être chimiques. Mais voilà, dans la psyché israélienne, c'est-à-dire, voilà, plus jamais ça. Et donc, depuis, voilà, ils barricadent le ciel d'une certaine façon, donc ils installent les fameuses couches différentes, mais aussi au sol. Donc, au sol aussi, ils mettent en place une barrière de sécurité petit à petit, et ils se disent, finalement, derrière cette barrière, le Liban, c'est pas essentiel, on l'a évacué. Gaza, finalement, on va l'évacuer militairement. Alors, Gaza, c'est 80%, après les accords d'Oslo, 94, c'est à 80%, c'est sous le contrôle de l'autorité palestinienne, mais il y avait encore 20% qui étaient contrôlés avec des colons juifs, et il y avait une présence militaire. Donc, en 2005, les Israéliens, à l'époque Sharon, décident d'évacuer également Gaza, et se disent, voilà, ça, c'est pas essentiel pour nous. Cisjordanie, ça, c'est autre chose. Ça, on quadrille, on contrôle étroitement, mais pour le reste, on évacue, et derrière nos murs de sécurité, finalement, on risque rien. Alors, ils peuvent s'agiter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais au bout du compte, on risque pas grand-chose. Mais donc, s'installait cette idée que, oui, on les laisse dans leur coin, on se barricade, et ponctuellement, on va les tabasser. Voilà. Tu utilises l'analogie avec le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire que systématiquement, ils vont devoir y retourner. Donc ça, ils savent que tous les 5-10 ans, ils vont devoir avoir des clashs assez violents avec ces groupes. Oui, c'est quelque chose qui est admis, qui est accepté. Un officier israélien me disait, mais de toute façon, quoi d'autre ? Quelle autre solution ? Établir une paix définitive avec ces gens-là, c'est pas possible. D'abord, une paix avec le Hamas, on ne voit pas très bien ce qu'on peut négocier comme paix avec le Hamas. De toute façon, ces gens-là nous détestent. Et puis, ça sera en permanence. La paix en Cisjordanie, ça supposerait quoi ? Qu'on retire nos colons, qu'on fasse un État indépendant palestinien en Cisjordanie. Trop compliqué, trop d'efforts. Ce serait une quasi-guerre civile à l'intérieur d'Israël. Donc, la paix, pas possible. En revanche, ce que l'on peut obtenir, c'est la sécurité. Et donc, ça peut, voilà, derrière cette barrière, on nous attaque, on riposte. D'abord, on est bien protégé, donc finalement, on ne prend pas. C'est pas très destructeur, c'est très pénible, très géant. Il y a des morts, hein, bien sûr, mais c'est quand même pas très destructeur. Et puis on riposte, et puis là, on frappe très fort, on les calme. Et puis ça durera le temps que ça durera, quoi. Ça peut durer des dizaines d'années et des siècles. Et toi, à cette époque-là, quand tu travaillais sur Israël, quand tu allais sur place, tu travaillais avec tes homologues, ils étaient satisfaits de leurs résultats ? Oui, alors c'était vraiment le début de cette doctrine. C'était le moment où ils envisageaient à ce moment-là de s'évacuer de Gaza. Et les gens nous disaient, quelque chose qui m'avait surpris par exemple, c'est en 2004, la première fois où je suis allé discuter avec des officiers israéliens sur place, qui me disaient, mais pour nous, le problème palestinien est résolu. C'était il y a 20 ans. Hein. J'ai dit, bon, vous êtes sûr ? Ben, il dit, oui, il n'y a plus d'attentats. Grâce à notre barrière de sécurité, grâce à toutes les mesures qu'on a prises, on a résolu le problème de sécurité, en tout cas. Il n'y a plus d'attentats, donc s'il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de problème. On s'en fout. Voilà. Et donc ça nous va bien. Et comme ce système paraissait presque pur et parfait, était protégé de tout. Alors après, on l'a amélioré au fur et à mesure. Il y a eu la guerre de 2006 contre le Hezbollah. Le Hezbollah a lancé, alors il a vu ses engins de longue portée, ce missile détruit très rapidement, mais il a réussi à lancer 4000 roquettes sur le nord d'Israël. Donc là, on s'est dit, bon, il y a un trou quand même dans la raquette. Donc c'est là où ils ont mis en place le système Iron Dome, etc. Puis bon, donc ils étanchifient au fur et à mesure, ils améliorent le système. Mais pour eux, le système paraissait parfait jusqu'au 7 octobre.
Alors justement, on arrive à cette situation dans laquelle le Hamas arrive à rester présent et à s'installer et à devenir dominant, de la même manière que Netanyahou reste au pouvoir. Oui, c'est vrai, il y a une parallèle, oui. D'ailleurs, est-ce que Netanyahou n'a pas utilisé le Hamas comme épouvantail pour lui aussi se maintenir au pouvoir? Le fait est que, effectivement, Netanyahou l'a dit lui-même, hein, il a avoué lui-même en disant que le Hamas, finalement, avait servi un peu ses intérêts. Le vrai moment clé, c'est justement ce moment du retrait de Gaza. C'est également le moment où il y a des premières, enfin, c'est pas les premières, mais il y a des élections palestiniennes qui sont les premières où le Hamas participe. Le Hamas obtient une majorité à l'Assemblée palestinienne. Donc là, ça provoque une crise interne aux Palestiniens, chez l'autorité palestinienne, où certains refusent la présence du Hamas. Enfin, il y a une petite guerre civile qui a lieu entre les Palestiniens, notamment à Gaza, qui aboutit à un coup de force du Hamas qui prend le contrôle de Gaza. Bon, à ce moment-là, par exemple, il y a des généraux israéliens à ce moment-là qui disent il faut soutenir l'autorité palestinienne. Il faut empêcher ça, quoi. Il faut au moins attaquer, faire une opération, on détruit le Hamas, on remet en place l'autorité palestinienne. Et puis là, c'est un vrai tournant. Donc on est en 2006, 2006-2007. Et finalement, non. Parce que, au bout du compte, le Hamas, puissant notamment à Gaza, ça scinde le mouvement palestinien en deux, ça le divise, et en réalité ça le bloque complètement, quoi. Le Hamas, personne ne peut, autant l'autorité palestinienne et même le Fatah à l'intérieur de cette autorité qui jusque-là dominait, on a pu le reconnaître comme interlocuteur légitime, mais le Hamas, ce n'est pas possible au niveau international. Sauf la Russie. Sauf certains, donc c'était une manière de bloquer complètement le mouvement palestinien. Alors, je ne dis pas que c'est Netanyahou ou Israël qui a créé le Hamas, mais ils ont un petit peu joué avec le feu, par abstention, d'une certaine façon. Ils ont laissé finalement un peu prospérer, et ça le diable s'est sorti de la boîte, ou comme disent un proverbe arabe, la magie s'est emparée du magicien, quoi, d'une certaine façon, et puis ils se sont retrouvés avec une organisation comme le Hezbollah au Liban, qui est une organisation qui a pris le contrôle d'un terrain, d'une population, et qui a trouvé à l'intérieur les ressources qui lui permettaient de se développer, en plus de l'aide à l'étranger, et d'avoir une puissance, y compris militaire, tout à fait conséquente. Et donc ça implique une capacité du Hamas de déborder Israël, de faire tomber ce mur, d'avancer, de faire plus d'1 millier de morts. Comment ça se fait? Encore une fois, l'échec du renseignement israélien, c'est toujours ça qui est pointé du doigt. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'expliquer avec un petit peu de recul aujourd'hui? Oui, comme toujours, rétrospectivement, quand il y a autant un échec, quand il y a un désastre, quand il y a un grand désastre quelque part, c'est que généralement il y a un camp qui a été très bon, au moins dans son domaine militaire, on va dire, et un camp qui a été très mauvais, quoi. Et c'est ça qui fait que ce qui n'était pas possible. J'avais écrit un papier avant le 7 octobre sur la situation, je faisais la synthèse un peu de tous les conflits qui avaient eu lieu, et je disais, sauf surprise, sauf changement majeur, il n'y a aucune raison en réalité que ça change, quoi. Et changement majeur, il a eu lieu. Il y a des choses qui rétrospectivement paraissent effectivement aberrantes. Par exemple du côté israélien, c'est-à-dire déjà oui, un échec du renseignement, un échec militaire. Un échec du renseignement, bien sûr, on n'a pas vu venir déjà la montée en puissance du Hamas, ça a été un peu compliqué, mais on n'a pas vu, par exemple, le Hamas devenait une organisation de plus en plus efficace, on va dire, militairement, une organisation détestable, mais même dans les combats, en 2008, les premiers combats qu'il y a à l'intérieur avec les forces israéliennes, les comptes rendus, le premier c'est 2006, les combattants du Hamas, ils tirent en l'air, ils s'enfuient. 2008, ils restent sur place, ils sont pas bons, mais ils restent sur place. 2014, on est là face à une infanterie solide, les types sont bien équipés et se battent bien. Et c'est déjà beaucoup plus dur. Et donc on voit la montée en puissance de la technicité de l'armée du Hamas. Et donc ces gens-là, par exemple, pour le 7 octobre, mettent au point un plan d'attaque de la bordure qui est
qui est très pointue, quoi. Ils font la cartographie extrêmement précise de toutes les caméras, des mitrailleuses téléopérées qui sont sur la barrière. Et puis le jour J, à l'instant T, ils lancent une campagne de drones, par surprise, qui attaquent tous ces points quasiment en même temps. Jusque-là, ils utilisaient assez peu les drones, donc ils avaient un peu masqué cette capacité. Et là, d'un seul coup, les choses sont aveugles. Et puis une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils pénètrent à l'intérieur du territoire israélien, comme les bases militaires sont très proches de la clôture, elles sont attaquées tout de suite. Et ça contribue encore à la confusion et l'aveuglement. Les Israéliens n'ont jamais prévu de surveiller l'intérieur d'Israël, par exemple. Ils surveillaient que Et donc, quand on se bat dans Israël, c'est le trou noir complet. Mais de l'autre côté, échec militaire, parce que... Donc, échec du renseignement, oui, parce qu'ils n'ont pas vu dire ça. Ils ont même un peu été intoxiqués par tous ces vieux Palestiniens qui savaient très bien qu'ils étaient écoutés, etc. Il y a un plan de désinformation très clair. Et puis, voilà, c'était le côté gouvernemental. Vous avez considéré que c'était pas, il n'y a pas de menace. La menace était ailleurs. La menace principale était plutôt, sans doute d'ailleurs au Liban et en Cisjordanie, mais certainement pas à Gaza. D'ailleurs, ils avaient retiré une partie des troupes. Voilà, et ça, c'est l'échec militaire, c'est-à-dire que non seulement ils ont mis la priorité sur la protection des colons à Gaza, donc il y a un certain nombre de bataillons qui étaient tout autour de Gaza qui sont repliés, et puis même conjoncturellement, le jour du 7 octobre, fête religieuse, et les extrémistes, les orthodoxes religieux qui sont assez influents, notamment dans le gouvernement actuel, qui obtiennent que les soldats puissent partir en permission, jusqu'à 40% de permissionnaires dans une unité, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc, concrètement, le 7 octobre, jamais le dispositif militaire israélien n'avait été aussi faible autour de Gaza. Donc, vous conjuguez les deux, et ce qui était impossible devient possible. L'offensive terrestre, elle commence quand même relativement rapidement, c'est-à-dire que on imagine qu'il y a des plans, ils savent ce qu'ils font, ils ont un objectif bien clair et établi, ou alors c'est allez-y, puis on s'adaptera. Je crois que c'était un peu allez-y quand même. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas du tout prévu, quoi. Même dans les conflits précédents, 2008, 2012, il y a souvent une montée de tension. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça monte pendant plusieurs semaines. Bon, les Israéliens ont le temps de se préparer, de planifier les opérations. Mais là, il y avait des otages à récupérer aussi. Oui, alors il y a également la question des otages, bien sûr, qui complexifie évidemment énormément les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que les Israéliens, surtout, ont été complètement surpris, quoi. Donc, il fallait réagir très vite. Et moi, j'ai plutôt le sentiment d'avoir plutôt un empilement de réactions qu'une véritable stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer par frapper, donc, comme on fait à chaque fois en réalité. Donc, les Israéliens ont un magnifique instrument, une magnifique force aérienne qu'ils utilisent systématiquement. C'est leur arme principale, très clairement. Donc, allez, en avant. Donc, on se lance une campagne jusqu'au 27 octobre, pendant 20 jours. Une campagne de frappe qui est dure, qui est très, très violente, on va le dire comme ça. Et dans la foulée, ils lancent une opération terrestre. Donc ça laisse le temps au moins de planifier, d'appeler les réservistes, de faire venir des unités du Nord, de se constituer, de se préparer, etc. Et de lancer leur offensive terrestre le 27 octobre, de manière séquentielle d'ailleurs. C'était assez étonnant, j'aurais pensé qu'ils auraient attaqué tout en même temps, non, mais ils ont préféré faire une séquence nord, sud, centre-sud, Gazaville, Khan Younes, et puis le centre ensuite. Ça s'explique militairement ? Oui, alors il y a deux raisons. La première, c'est d'avoir une bonne concentration de force. On concentre tous les moyens sur une zone. La défense du Hamas et des organisations palestiniennes alliées, elle est statique. Donc ils tiennent des zones. Puis voilà, donc là, quand on est à l'attaque, au moins on choisit sa zone d'attaque, on concentre les forces, et puis ensuite ça permettait éventuellement d'évacuer la population des zones attaquées dans les zones qui ne l'étaient pas. Donc je pense que c'est avec le Hamas qui freinait quand même les transferts de Oui, population, oui, bien sûr. D'un point de vue militaire, le défi pour les Israéliens, il est qu'on est dans une zone extrêmement dense, urbanement, très urbanisée et très densément peuplée. C'est ça. 99% des gens qui vivent dans Gaza, c'est pas des combattants du Hamas ou pas des combattants palestiniens, c'est des civils. Donc il faut faire avec ça. C'est la troisième fois. On a une estimation du nombre de quoi de combattants. On estimait à peu près que le Hamas pouvait réunir 40 000 soldats, 40 000 combattants, et à peu près plus 10 000 à peu près d'autres organisations, de clans qui pouvaient s'ajouter à ça. Alors c'est assez un peu hétérogène, mais il y a un vrai noyau de fantassins professionnels, plus l'artillerie des roquettes, ce qui est pas mal pour une organisation armée, c'est quand même assez puissant. Et puis bien incrusté, c'est un travail, un terrain, on a beaucoup parlé des tunnels, des centaines
dizaines de kilomètres de tunnels sous Gaza, mais au-dessus de Gaza, c'est aussi très organisé, le terrain est très dense, c'est prévu. Donc, à l'époque, je disais, c'est ce qu'on demande aux Israéliens, en gros, c'est 4 fois ce qu'on leur a demandé en 2014, l'opération Bordure Protectrice, où ça avait duré 20 jours, et il y a eu 20 jours de combat, il y a eu 66 morts israéliens, où on leur a demandé de tout casser du Hamas sur 3 km de bordure. Là, il faut aller jusqu'au bout, et donc on peut estimer que ça coûterait 4 fois plus, au moins 250 morts israéliens, et qu'il faudrait au moins 80 jours pour s'emparer de tout le territoire. C'est l'estimation que j'avais donnée à ce moment-là, qui était assez logique. Et donc oui, il lance cette opération terrestre. Au passage, les Israéliens sont capables de la mener. Hein. Je précise que nous, Français, on aurait été incapables de partir à l'assaut de Gaza, d'un territoire comme Gaza, peuplé de 2,3 millions d'habitants, face à 50 000 combattants incrustés dans l'intérieur. Ça, on ne sait pas faire, incontestablement. Et c'est d'autant plus dur que oui, on est face à des gens qui sont techniquement plutôt bons, et surtout qui sont extrêmement motivés. C'est la 3e fois qu'Israël part à la conquête de Gaza. Hein. C'est 56, ça a duré 1 ou 2 jours, 67, 1 ou 2 jours. Là, c'est beaucoup plus dur, étrangement. C'est beaucoup plus dur. Est-ce que, avec du recul, militairement, si on se contente de faire comme d'habitude, de casser le Hamas et de repartir à zéro, est-ce que d'un point de vue militaire, aujourd'hui, le Hamas est réduit à néant ? Alors, si on fait le bilan maintenant, au bout de 7 mois de guerre, les Israéliens peuvent dire oui, on a cassé, on a tué énormément de combattants du Hamas, pour dire simplement. Là, ils revendiquent, je ne connais plus les derniers chiffres, mais ils revendiquaient 13 000, enfin... il y a à peu près 13 000 combattants du Hamas et alliés définitivement éliminés, pour 262 soldats israéliens qui ont été tués depuis l'entrée à Gaza. Et probablement autant de civils qui sont morts aussi. Il y a probablement plus de civils israéliens que palestiniens qui sont morts assez nettement. Les Israéliens eux-mêmes, le porte-parole, admettait qu'il y avait 2 civils tués pour un combattant ennemi, ce qui est considérable comme proportion au passage. Les Israéliens peuvent aujourd'hui dire bon, voilà, on a cassé le Hamas. Il faut bien comprendre que ces 7 mois, c'est aussi violent que toutes les dizaines d'années de conflits israélo-palestiniens précédents, depuis le début, depuis l'origine, depuis la lutte contre les OLP, les 2 intifadas, toutes les guerres contre le Hamas, tout ça réuni, il y a moins de morts que les 7 mois qu'on a connus, de part et d'autre. Et donc là, ils peuvent dire, vous voyez, on a infligé des pertes considérables au Hamas. S'il y a 10 000 morts, parce que je pense que les chiffres étaient un peu exagérés, mais 10 000 morts, vous rajoutez au moins autant de blessés très graves définitifs, des quelques prisonniers, vous pouvez dire, voilà, on a entamé au moins la moitié du tout potentiel du Hamas, peut-être les 2 tiers, ce qui est considérable. Mais en même temps, les chefs du Hamas sont toujours là. Le Hamas est toujours à Gaza, alors que les brigades israéliennes ont évacué maintenant Gaza. Les otages, bien sûr, il y a la moitié qui sont toujours entre les mains du Hamas, et les autres ont été échangés contre des centaines de prisonniers palestiniens, ce qui pour le Hamas constitue une forme de victoire aussi. Et donc, est-ce que, à ce stade, est-ce que le gouvernement peut dire, israélien dire, voilà, bon, en gros, est-ce que c'est un résultat suffisant? Est-ce que c'est un résultat à la hauteur de l'attaque du 7 octobre, de l'horreur du 7 octobre, ou pas? Si on considère que oui, si on considère qu'on a neutralisé suffisamment les capacités du Hamas, on l'a plombé pour des années et qu'il s'en remettra jamais, bon, peut-être, et c'est à ce niveau-là qu'on peut peut-être envisager une trêve. Mais on est très loin, par exemple, de l'objectif affiché de Netanyahou au départ de l'action, en disant, voilà, on va éradiquer le Hamas. Non, le Hamas n'est pas du tout éradiqué. C'est une idéologie qui est... Oui, et puis même, l'objectif militaire, quand un Premier ministre, vous me dites, voilà, il faut éradiquer le Hamas, bon, je vous dis, attendez, moi je suis chef d'état-major, je dis, attendez, le Hamas, oui, peut-être, on verra plus tard, mais moi, ce que je peux militairement vous offrir, c'est détruire
toute l'infrastructure du Hamas, le démanteler dans Gaza, et de ramener en tout cas sa situation d'organisation clandestine. Ça, on peut le faire militairement. On l'a déjà fait en Irak en 2007-2008 contre l'État islamique, une deuxième fois d'ailleurs récemment, mais l'État islamique est toujours là. Mais autrement, non. Mais même cet objectif-là n'est pas franchement atteint, quoi. Le Hamas peut se targuer à ce stade, si toutes les choses s'arrêtent là, on peut dire, ben voilà, finalement on a résisté à Israël pendant 7 mois, on n'a jamais, il y a plus de 600 soldats israéliens qui ont été tués, c'est des pertes qui étaient inconcevables, inconnues pour les Israéliens depuis très longtemps. Même la guerre de 2006 contre le Hezbollah, vous avez 160 soldats ou 180 soldats israéliens au total, 180 Israéliens qui ont été tués dans cette guerre, qui était présentée comme une défaite pour Israël, où le Hezbollah avait résisté. Ben, le Hamas peut dire, voilà, ben, bon, on a résisté, on a fait libérer des centaines de prisonniers, on a pris la tête du mouvement palestinien, comme maintenant on incarne véritablement. Bon, voilà, donc on est vraiment en une période de suspens. On ne sait pas très bien quel sera l'avenir de Gaza. Est-ce qu'on va laisser Gaza, est-ce que le Hamas va reprendre complètement le contrôle de Gaza et se réinstaller comme État? Est-ce que les Israéliens vont laisser faire ça? Bon, voilà, aujourd'hui, on est dans le flou. Dans le flou le plus complet. Mais donc, ce qui implique que les militaires ne savent pas comment agir. Encore une fois, on revient au problème d'origine. Oui. Il n'y a pas de plan. Non, il n'y a pas de plan. Alors on se dit, alors les Israéliens, par exemple, se repréparent actuellement. Alors ils contrôlent le centre. Ils contrôlent le centre du territoire de Gaza. Voilà. Donc, et puis ils mènent des raids, des frappes lorsqu'il y a des cibles qui sont identifiées. Et ils se préparent donc à éventuellement repartir pour nettoyer complètement le sud du pays, dans la région de Rafah, ce qui poserait des tas de problèmes, population extrêmement dense, proximité de l'Égypte, qui voit ça plutôt d'un mauvais œil. Donc pour l'instant, tout le monde retient en réalité, hein, les Américains font pression aussi, etc. Donc on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Alors on peut rester comme ça dans une période de trêve pendant quelques temps, et puis ça peut repartir dans un nouveau conflit dans quelques semaines ou quelques mois. Eh bien, Michel, un grand merci. Merci à toi. J'espère que ça évoluera dans le bon sens. Je rappelle ton livre donc, qui est sorti très récemment. On vous mettra tous les liens en commentaire de la vidéo. Et tu as également été à l'origine... Je suis un auteur. Hein. Tu es un des auteurs. Un des auteurs de ce MOOC de la guerre. Eh bien écoute, on mettra tous les liens également en commentaire. Et ça sort là, tout début mai. Voilà. Merci. Merci. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au studio Eric Cosmos.